Bonjour les patrons patronnes, on va parler de cette fameuse géométrie sacrée. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, mais vous allez voir, on va attaquer ça sous un autre angle, et puis il y a une évolution. Lorsqu'on tente de comprendre ce qu'est la géométrie sacrée, on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine confusion. Il y a des scories, il y a, comme la tradition primordiale, il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a des choses qui ont été déformées. Il y a des choses qui vont pas, c'est un grenier. On parle de géométrie sacrée. La géométrie étudie les formes, les volumes, les rapports et les proportions et les met en lien, les met en relation. Voilà, c'est une définition rapide de la géométrie. Le sacré fait référence au divin, à l'architecte. On évoque un architecte. Que fait un architecte? Il fait des plans en 2D. Ça, c'est important, retiens-le. Mais de temps en temps aussi, on évoque le cosmos, l'univers, la création. Et quelquefois, on a l'impression que l'architecte et la création ne font qu'un. Ce qui, moi, me rappelle Yao. Yao qui est à la fois l'éon qui onfle et l'esprit de cet éon. Le fils de Sophia, entre guillemets, lorsque je dis fils. Donc, sans qu'on sache si l'un est l'autre, il y a une confusion déjà. On parle d'une divinité, d'un fabricant, d'un penseur. Plutôt un penseur d'ailleurs, parce que c'est pas lui qui fabrique. Même Yao, c'est pas lui, il demande aux archontes. Là, l'architecte, il fait fabriquer. Il a ses ingénieurs, comme on dit. Alors c'est bien, le film Prométhéeus, ingénieur, nous livre pas mal de choses intéressantes. Revenons aux moutons. Divinité et univers à la fois. On peut parler aussi d'une pensée d'univers dans son esprit qui reproduit le processus du protopère, etc. Bref. Mais tu vois déjà, c'est compliqué. Les gens qui parlent de géométrie sacrée, beaucoup ont des choses à vendre, des bijoux. Et lorsqu'ils en parlent, ils ne sont pas au clair. Attention, je ne dis pas qu'ils arnaquent ou quoi que ce soit. Il y a de très beaux bijoux. Il y a éventuellement, il y a une action thérapeutique, il y a une action, etc., etc. Mais c'est confus. La géométrie sacrée, moi j'ai essayé de trouver une définition, de synthétiser tout ça. C'est un ensemble d'enseignements, hein, d'enseignements basés sur des formes, des dessins, des proportions qui forment tout ça, et qui sont censés nous relier au cosmos, au divin, en nous donnant des clés de compréhension cachées que l'initié doit révéler au fond de lui par un chemin initiatique à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Et tout ça rappelle les écoles à mystère. C'est exactement la définition d'une école à mystère. On te livre des enseignements mystiques et métaphysiques, on te donne les clés de compréhension de l'univers, de l'éternité, de toutes les questions métaphysiques que tu peux te poser ou que tu as pu te poser. Mais il faut faire un travail intérieur de révélation de la vérité qui est à l'intérieur de soi. Et pour cela, on a besoin de l'extérieur, d'expériences pratiques, de la vie ou en tout cas d'un certain chemin. On a vu que les écoles à mystère égyptiennes, et l'Égypte joue un grand rôle dans la géométrie sacrée, parce que aussi loin qu'on remonte, on remonte à Sumer, mais on remonte surtout à l'Égypte. Les écoles à mystère, c'est par exemple le cycle mort et résurrection, Big Bang, Big Crunch. La fin d'un cycle, c'est toujours le début d'un autre cycle, etc., etc. Bref, outre la compréhension de l'univers et de ses mystères existentiels, ça c'est la première chose, des enseignements qui sont appris en lisant, en apprenant une langue, la langue des formes, la langue des proportions, phi, pi, la langue de tout un tas de choses d'ailleurs, mais des formes, des proportions, des rapports, des volumes. Tu lis l'univers. Tu vas au-delà de tes croyances. Donc, outre la compréhension de l'univers et de ses mystères existentiels, et jusque-là, moi, je pense que la géométrie sacrée a bon, parce que c'était ça à l'origine qui fondait la géométrie sacrée. La géométrie sacrée semble aussi permettre une action sur un réceptacle. On est encore dans la définition. En l'occurrence, la Terre, puisque la géométrie sacrée vise à instaurer l'harmonie
et c'est une harmonie énergétique sans qu'on définisse véritablement ce qu'est l'énergie. Ça, je t'en parlerai. Donc elle vise à établir cette harmonie. Le Mat égyptien, le pharaon devait établir l'ordre, l'équilibre. Hein, l'harmonie, c'est compliqué à définir. Il y a une idée d'ordre, il y a une idée d'équilibre, il y a une idée de beauté, d'esthétisme, de plaisir à regarder, d'agréable. Et donc, installer cette harmonie dans le microcosme qu'est la Terre, là où nous habitons, pour qu'il soit connecté au macrocosme, le cosmos. Et là, encore une fois, on nous dit tu seras relié à Dieu. Mais alors, donc, Dieu, c'est le cosmos. Là, c'est pas clair, là. Je chipote pas, c'est important. Et tu te rappelles que l'homme, c'est à la fois un microcosme sur Terre, à l'échelle 1, mais quand tu descends d'un échelon, il est lui-même un macrocosme. Et ça aussi, on te le dit. Que ce soit l'ésotérisme, que ce soit la spiritualité, on te dit que l'homme lui-même est l'univers. Dans un univers. Il est fractal. Ben, la géométrie sacrée, elle va aussi jouer à l'intérieur de l'humain. Et là, on se dit, mais elle fait beaucoup de choses, cette géométrie sacrée. Elle permet l'élévation spirituelle, l'harmonisation intérieure, la guérison. Tous les bijoux sont fondés sur beaucoup de bijoux. Peut-être pas tous, mais beaucoup sont basés sur quoi? Sur la géométrie sacrée. La PlayStation, l'étoile, le triangle, la croix et le rond, c'est de la géométrie sacrée. À quoi ils servent? À te diriger dans un monde virtuel. Eh oui, je vais te parler impossible aussi, bien évidemment. Puisque tu vas avoir des correspondances, mais tu verras aussi que je vais te proposer aussi une théorie alternative, la théorie de la Terre processeur. Tu verras qu'elle est intéressante. D'ailleurs, l'une n'exclut pas l'autre. On revient à ça. Donc la géométrie, elle a une action sur l'homme, sur là où habite l'homme. Le but, c'est l'élévation spirituelle, mais c'est aussi une action. Donc l'homme, la Terre, ce sont des réceptacles. Et selon comment ils sont gravés comme un processeur, cette énergie va agir, ce flux d'électrons agira d'une certaine manière. Sauf que l'énergie dont on parle, c'est l'humain lui-même qui est l'électron, dans des villes gravées. C'est pour ça qu'il y a certaines formes, etc., etc. On y vient. Je vais un peu trop vite. Elle a une action externe puisque ses formes, ses dessins, ses proportions permettent d'harmoniser le microcosme terrestre avec le macrocosme qu'est le cosmos. Et donc elle a une action intérieure. Et là encore une fois, c'est confus. C'est quoi? C'est un alphabet? C'est un médicament? Je rappelle que la sorcellerie joue sur la géométrie sacrée. La sorcellerie, c'est la branche qui s'inspire, c'est une branche de la géométrie sacrée qui joue sur ça. Tu graves des choses, des signes, des glyphes sur du parchemin, entre autres. Bon, après, tu as d'autres types de moyens de faire, mais on s'inspire de ça. Il y a différentes sorcelleries. Un jour, je vous en parlerai sérieusement. Ça permet, donc voilà. La géométrie sacrée donc, va utiliser pour tout ça un abécédaire de forme, de dessin, de proportion. Alors pourquoi je dis forme et dessin? Parce que quand tu fais un carré, il est en 2D. Quand tu fais un cube, il est en 3D, il est dans ton monde. Voilà. Et tu verras qu'il y a des bijoux qui sont en 3D. L'étoile Merkaba, par exemple. Nous sommes en 3D. Alors, si on était dans une sim, on sera en 2D avec une impression de 3D. Il y a toujours aussi l'idée de dessin. L'architecte, le dessin, l'équerre, le compas. On aurait été dessiné, l'univers aurait été dessiné. Non, ça rappelle la cime. Et ça rappelle quelqu'un qui aurait codé le langage qu'il aurait créé. Bref, revenons à nos moutons. Elle utilise un abécédaire de forme, de dessin de proportion pour écrire tous ces mystères et toutes ces actions en filigrane. Et la révélation de tout ça permet l'élévation. On en appelle aussi à l'esprit. Tu te libères en trouvant la vérité intérieure, l'étincelle qui te permet les pneumatiques. Mais dans toutes les religions, dans toutes les méditations, dans toutes les spiritualités, tu as cette idée que la vérité est en toi, est à l'intérieur, c'est ce qui te libérera. C'est comme si tu vivais dans une sorte de rêve ou dans un gain retourné en fait. Peut-être que la réalité de l'univers supérieur, il est en toi.
En tout cas, tu peux y accéder en passant par ça. Et pour ça, respecter un certain cheminement qui est permis notamment par la géométrie sacrée. Elle fonde ses concepts sur un architecte, un démiurge, qui a besoin de ses archontes. Hein, l'idée de processus informatique, hein, un programme lance un autre programme. C'est lui qui le contrôle, mais c'est pas lui qui fait, c'est l'autre qui fait. Qui a besoin de ses archontes, qui a besoin de ses ingénieurs pour construire. Des ingénieurs archontiques et des ingénieurs humains, les prêtres GAFAM, comme je les appelle, les prêtres de l'IA, chacun sur sa sphère. Elle va fonder déjà, c'est simple, dès le début, la création dans laquelle nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes, est un système qui est conçu dans l'harmonie et l'unité. Il est écrit avec des motifs simples, des cercles, des spirales, des carrés, des points. Ça rappelle Aïn, le point qui devient Aïn Sof. Et ensuite, il s'emplit de Aïn Sof Aor, le savoir. Un esprit qui passe du point, dimension 0, à la 3D. Je te la refais celle-là ou pas? L'univers sera un système conçu, ça c'est important, dans l'harmonie et l'unité. Alors toi ça te paraît normal, mais la normale c'est que normalement ça aurait dû être chaotique, c'est-à-dire l'absence de structure cohérente. Or, la science te dit qu'on est dans un univers qui est loin d'être chaotique, enfin sur certains plans il est chaotique, mais enfin il y a des structures, il y a 3, 4, 5 niveaux de fractalité, par exemple d'autosimilarité. L'unité, c'est un. Le système est un. Il est le un et il est le divers, le plusieurs. Il est écrit. Moi j'aurais dit dessiné. Pourquoi écrit? Parce qu'on parle de dessin. Ça me fait penser au codage. Avec des motifs simples. Beaucoup d'écoles le disent. Si tu fais une simulation, elle va se dessiner, bon, elle va se projeter, mais les dessins, ils sont. Ça, tu dessines avec quoi? Tu dessines avec un point, une ligne, d'accord? Une droite, pardon, un segment de droite, un cercle, un carré, une spirale qui rappelle l'ADN, mais qui rappelle l'élévation cycloïdale, des cycles qui s'enchaînent mais qui avancent. Voilà. Ce système est organisé, il possède des structures, alors que la normalité voudrait que ce soit le chaos qui l'emporte. Dans une simulation, bien sûr que c'est structuré, par exemple. Ben, ça va économiser la puissance de calcul. T'imagines, il y aurait des milliards de milliards de milliards de particules différentes avec des milliards de milliards de milliards de règles différentes. Ce sera un beau bordel. Il faut le gérer, niveau puissance de calcul. Là, on a un univers, à la base, quand tu descends, les particules, il y a quelques particules élémentaires. Et elles font tout. Qu'est-ce qui distingue un électron d'un autre électron? Rien. Si, peut-être sa fréquence, donc son énergie, mais hormis ça. D'ailleurs, de toute façon, il est indifférencié, tant que tu ne l'observes pas. Ce système est organisé et possède des structures, alors que la normalité, la science confirme ça pour ce qui est des niveaux de fractalité, pour ce qui est de la structuration de l'univers, la structuration des galaxies, la structuration à l'échelle de l'infiniment petit. La science, elle fait mieux. Il y a 20 constantes physiques. La charge de l'électron, la constante de Planck, réduite ou pas, je ne sais pas, il y en a 20. Je te mettrai ça au montage. C'est 20. La constante de couplage qui couple le champ des électrons du champ des photons, par exemple, et qu'on appelle la constante de structure fine, 1 divisé, enfin 1 sur 137. Ça en fait partie. Bref, tu en as une vingtaine. Et bien, toutes ces constantes, ces lois de l'univers fondamental, qui permettent tout le reste, elles sont réglées finement. Il suffit que tu bouges un chiffre à des milliards de positions derrière la virgule pour que notre univers ne puisse pas exister. C'est ce qu'on appelle un réglage fin. Et les scientifiques ne comprennent pas comment ça peut être réglé aussi finement. On va dans le sens d'un système qui a été construit, élaboré. C'est ça le corollaire. Les scientifiques ne te le disent pas comme ça, mais il y a une idée derrière ça. On n'a pas un système chaotique, ce qui aurait dû être la règle en vrai.
tout cas sur un plan statistique. On envisage l'univers comme une création, on évoque un architecte, donc c'est un plan en 2D, et pourtant il y a la 3D, là aussi c'est un peu confus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mais je vais te dire plein de trucs, hein. T'inquiète pas. La géométrie sacrée, donc aussi un langage. Alors voilà, tu vois, c'est un langage pour comprendre. Ça permet une action sur les lieux ou les gens. C'est quoi? Parce qu'on a rajouté des choses au fur et à mesure. Ah, c'était bien de faire des bijoux en géométrie sacrée pour pas dire que c'est une autre action, par exemple. Tu vois, c'est en même temps ces bijoux, tu peux les prendre et méditer dessus comme un mandala et tu as de l'élévation spirituelle. Ça aussi, la géométrie sacrée, c'est ce qu'elle provoque. Bref, elle permet de construire, en fait, la géométrie sacrée permet à la fois une action sur le réceptacle et elle permet de construire ce réceptacle. Tu mets des formes, tu crées par exemple une ville processeur, tu graves un processeur, c'est la même chose, tu vas le graver et après tu vas agir sur lui. On va faire un peu d'histoire aussi. Parce que depuis la nuit des temps, on retrouve des formes plus ou moins sacrées comme le cerf, comme on va aller à Stonehenge, mais on peut évoquer tout un tas d'exemples. À Sumer, on trouve de la géométrie sacrée, mais curieusement, c'est surtout l'Égypte, 13 siècles avant Pythagore. Et l'école des mystères des prêtres de l'œil d'Horus. L'œil droit et l'œil gauche. Non, je rigole pas, c'est. Et toute l'Égypte, toute la spiritualité égyptienne. Les temples, les motifs, les bijoux, les techniques de guérison, la géométrie sacrée, en fait, faisait partie de leur savoir technique. L'Égypte. Mais tu retrouves la géométrie sacrée en Grèce, mais c'est pas la même. Et là, encore une fois, une confusion. On a l'impression qu'on a collé plein de trucs qu'on a voulu mettre dans la catégorie géométrie sacrée. La Grèce, il n'y avait pas d'ésotérisme, à part l'école des mystères de. Comment il s'appelle? Ah, ça va me revenir. D'Orphée, l'orphisme. À part ça, c'est la seule école des mystères qui ne soit pas égyptienne. Elle est grecque, on en a parlé. À part là, la géométrie sacrée, elle est plus utilisée pour la beauté et l'harmonie, dans les temples et autres. Tu retrouves de la géométrie sacrée jusque dans les traditions chrétiennes et bouddhistes. Les cathédrales, elles ne sont pas construites n'importe comment. La nef, le lieu, les motifs, les rosaces, c'est de la géométrie sacrée. Pourquoi ils ont fait ça? Tu crois que c'est seulement pour faire beau? La nef, comme elle est construite, c'est pour accueillir des énergies d'une certaine manière. Les prières, je t'ai mis en garde. À l'époque moderne, je t'ai mis en garde il y a quelques années. Je t'ai dit, en cette époque satanique, les nouvelles églises que je vois dans les villes n'ont plus la coupole. Il faut la coupole, il faut ce qu'avaient les églises anciennes. Parce que c'était un dispositif qui permettait aussi de canaliser l'énergie de ceux qui priaient et de l'envoyer je sais pas où, hein. Après ça fait antenne, mais les mecs ne construisaient pas des trucs sur 20 ans où ils engageaient quasiment toutes leurs ressources n'importe comment. Le lieu n'était pas choisi. Eh ben, c'est de la géométrie sacrée. Les bouddhistes, qui n'ont pas de dieu, utilisent des mandalas avec des motifs de géométrie sacrée pour méditer et puis pour s'éveiller. Beaucoup d'écoles. L'école des mystères de l'œil d'Horus, c'est clair. Elle t'explique la création de l'univers, c'est un dessin. Il y a un néant, il y a un point, ça fait une ligne, et petit à petit, on va avoir, je te le montrerai, la graine de vie, la fleur de vie, l'arbre de vie, et ça forme une treille. Et tout l'univers est fait à partir de ces motifs simples. Fleur de vie, fruit de vie aussi, et d'autres motifs de la GS. Mais quelques motifs font l'univers. Mais la géométrie te permet de. Par exemple, tu dessines une cime, tu vas lui utiliser un point, une droite. Ceux qui font des jeux vidéo, je crois qu'on utilise des triangles pour la profondeur, quoi. Enfin, voilà. Quelque part, il y a. Ah, on est au 21e siècle et ce que disaient ces gens, finalement, c'est pas si saut que ça. L'école des mystères de l'œil d'Horus parle de structures complexes répétées à l'infini, partant sur le simple. Platon, on vient à Platon, hein. Lui voyait dans la géométrie sacrée une clé de compréhension de l'univers et ses lois. Pour lui, le monde n'est que le reflet d'un monde supérieur, notre monde, et la géométrie sacrée fait le pont. L'idée de la simulation.
La géométrie sacrée expliquerait que nous sommes dans un monde trop ordonné, trop structuré. Il y a des règles, donc il a été construit par quelqu'un ou quelque chose au-dessus de nous. Pythagore, lui, pensait, et toute son école avec lui, il pensait lui aussi que les nombres et les formes avaient une signification profonde et constituaient les éléments constitutifs de l'univers, et étaient les éléments constitutifs de l'univers. L'univers, c'est des maths, c'est des nombres ou des formes. La géométrie sacrée, selon lui, permettait de percer les mystères de l'existence. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la géométrie algébrique, les nombres et des formes, qui existe depuis un certain temps. Pythagore, qui était spécialisé en arithmétique, pourtant. Alors Pythagore, Platon, tous ces gens sont des ésotéristes. La recherche des mystères de ce qui est caché. Dans les arts chrétiens, dans les arts musulmans, je te mettrai dans les mosquées ces fameux carrés là qui s'interpénètrent et qui donnent donc une étoile à 8 branches. C'est de la géométrie sacrée. La construction des mosquées, pareil, elle se fait pas n'importe comment. Les motifs, constitue une harmonie qui n'est pas seulement une harmonie esthétique. Encore une fois. Et tu t'en veux des exemples. Le livre de Kells, des Celtes, tu retrouves ça. Mais tu retrouves ça dans tous les contes. Tu as compris. Des lieux, des endroits, comment tu les agences, des formes qui te permettent d'invoquer, soit en les tenant, soit en impulsant de l'énergie. Enfin, on voit ça partout, tout le temps. La géométrie sacrée, c'est des formes, des dessins, des proportions, des rapports. Pi et phi sont des rapports qui permettent quelque chose, justement, de viable. Pi, tu le retrouves dans tout l'univers, tu le retrouves même dans des trucs qui ne sont pas géométriques. Hein. Des rapports entre un électron et tel machin, tu retrouves pi. Il est partout. On dit de pi que c'est le Dieu. Si Dieu était dans les maths, si Dieu voulait s'incarner dans l'univers des mathématiques, il serait pi. Un irrationnel transcendantal. Phi serait Aor. Pi permet l'espace, permet la création de l'univers. Phi permet la structuration des gens, des meubles de l'univers. Rappelle-toi de ça. Il y a 7 formes principales en géométrie sacrée. Le cercle, la spirale et les 5 solides platoniciens. J'ai bien dit cercle et non pas sphère. Donc on est en 2D. La spirale, tu peux l'envisager en 2D ou en 3D, et les 5 solides platoniciens, ils sont en 3D. Ce sont les 5 seules formes en 3 dimensions dont les faces ont la même angulation, 72 degrés, ça rappelle les 72 anges de l'Ancien Testament, et les mêmes longueurs. Les solides platoniciens, c'est le cube, qu'on va appeler le tétraèdre, l'hexaèdre, le déaciphas. Alors, le déaciphas, c'est le cube, c'est l'hexaèdre. Le tétraèdre, c'est 4. L'octaèdre, le dodécaèdre, c'est 12. L'octaèdre, c'est 8. Et l'isocaèdre. Voilà, ces 4 formes-là, je parle de dés parce que souvent les dés, un dodécaèdre sera un dé à 12 faces. Un isocaèdre, c'est un dé à 20 faces. Tu regardes chacune de leurs faces, elles sont pentaculaires, elles ont 5 côtés, elles ont les mêmes longueurs, les mêmes angulations. Et ben, en 3D, tu peux avoir que ça. Donc voilà les 5 solides platoniciens, plus le cercle, plus la spirale, tu as la base. Après, on peut ajouter le point. Le cercle, c'est l'infini, c'est le cycle infini, sans début, sans fin. Ça connecte aussi. C'est l'unité du cosmos. Voilà, ils ont des symbolismes. La spirale rappelle l'ADN, rappelle aussi les cordes de la théorie des cordes, rappelle la croissance, l'évolution vers l'illumination. C'est une cycloïdale. On retrouve souvent la spirale. L'ADN des archontes, enfin les archontes qui spiralent pour amener la vie et créer l'homme. Rappelle-toi, les gnostiques. La spirale d'or logarithmique, c'est la spirale qui respecte les proportions du nombre d'or. Qu'on retrouve dans le coquillage nautile, qu'on retrouve dans le tournesol, qu'on retrouve dans les ouragans, qu'on retrouve dans la galaxie, qu'on retrouve dans la nature, qu'on retrouve dans l'homme de Vitruve, qu'on retrouve sur l'humain, qu'on retrouve non pas la spirale, mais le nombre d'or qui, lui, fait partie des proportions.
pi et phi, uniquement. C'est marrant, phi fois phi, c'est égal à phi plus 1. Phi, tu le retrouves partout. Encore une fois, le nombre d'or, tu le retrouves partout. C'est ce qui structure le mobilier de l'espace créé par pi. Ça, c'est ma version. Et c'est un nombre ésotérique, effectivement, qui a un rapport avant tout. Et je rappelle comment Fibonacci l'a établi, ce rapport avec ses lapins. C'est tu additionnes les deux nombres qui suivent pour obtenir le prochain. C'est aussi simple que ça. Donc 5, 8, 3, 1. Alors c'est 0, il me semble. Non, c'est 1. Ensuite c'est 1. Ça c'est les lapins. Ensuite c'est 3, 5, 8, 13. Donc 13 plus 8, 21. 21 plus 13, 34. 34 plus 21. T'as compris le principe? Et plus ta suite est grande, parce qu'il y a aussi la suite de Fibonacci, et plus tu vas te rapprocher de 1,618. Voilà, pour te la faire complète. Les 5 solides platoniciens, eux, englobent l'harmonie alchimique des éléments et de la création. Voilà, ils englobent l'harmonie alchimique. On a le pentagone, enfin le pentacle, l'étoile à 5 branches, qui dans la tradition chrétienne représente le Christ, alors que l'étoile à 6 branches représente sa mère, la Vierge Marie. En tout cas pour la tradition catholique. L'étoile à 6 branches, donc l'étoile à 6 branches fait partie de la géométrie sacrée. On la retrouve dans le judaïsme, mais elle n'est pas exclusive au judaïsme. Encore une fois. La svastika, par exemple, qui fait partie de la géométrie sacrée, il y a eu la croix gammée, donc la svastika inversée, mais à la base, c'est un symbole bouddhiste. C'est un mandala qui permet la méditation pour comprendre. Un mandala, c'est une graine. Il y a une densité d'informations. Tu peux passer une vie entière à observer un mandala et à le comprendre de plus en plus. Il y a une évolution. Les mandalas, t'en as d'autres. Ils révèlent notre aor. T'as le yin-yang. T'as le yantra, c'est un ensemble de formes géométriques, sinueuses, qui transmettent tout un tas de choses, concentration, méditation. Le Sri Yantra. Les mandalas, c'est l'art de communiquer la sagesse divine par des motifs, par des dessins. Voilà pourquoi tout à l'heure je te parlais de dessins. J'avais évoqué les glyphes de la sorcellerie, j'évoque maintenant les mandalas. Il y a les bijoux, l'étoile Merkaba, ou le fameux cube de Métatron. Métatron, on ne sait pas trop comment il est apparu, d'où il est venu. Bon, donc voilà, donc c'est sous réserve. Métatron, ça sent le pipeau. Je suis désolé. Non, non, parce que après, voilà, tu crées des personnages. Bref. L'étoile Merkaba, c'est le symbole de l'union entre les hommes et Dieu. Elle est censée protéger, porter en bijoux. Elle est de purifier les énergies, de stimuler, de guérir et de permettre des voyages sur un autre plan. Et là aussi, je m'interroge. Elle fait plein de trucs différents et un peu contradictoires. Je veux dire, elle purifie les énergies, ok. Donc elle protège. Elle stimule. Elle stimule quoi? Ta bite? Elle stimule quoi? Non, dis-nous tout. S'il te plaît. On est entre nous là sur Patreon. Elle guérit de quoi? Et voyage. Donc elle est à la fois médecin et agence de voyage. Là, je commence à être un peu rétif. Là, moi, je pense qu'on est sorti du premier cercle de la géométrie sacrée. Son triangle qui pointe vers le haut, c'est la matière qui remonte vers l'esprit, qui pointe vers le bas, c'est l'inverse. Mais tu sais, quand on regarde le dispositif de l'arbre de vie, qui est aussi un dessin qui apparaît, qui te montre un dispositif ou un processus de pensée ou un dispositif électronique où il y a un flux. Aor descend et monte. Plus elle descend, plus elle se densifie, plus elle monte, plus elle redevient Aor. C'est-à-dire, non, pas de la matière. Une simulation, elle est reliée à son processeur qui est relié au disque dur et c'est une transmission d'informations constamment. Il y a un stream constant. On peut voir l'arbre de vie comme ça aussi. Là, je te balance des pépitos, mon gars. Ah ouais, non, non, si, si. Des grosses pépites, là. Non, non, mais ça, on... Bref. C'est pas pour me balancer des fleurs, je suis en train de te dire ça, ce que je te dis là, retiens-le. La croix en quai, des gnostiques, que tu vois portés par tous les pharaons qui ont en charge le mat, mais qui sont aussi en charge de cette spiritualité égyptienne, qui est une religion de l'éternité, non pas une religion de la mort. La croix, c'est la vie éternelle. Les pharaons la portent. Il y a un cercle qui indique le tout, la perfection. Tu as une barre qui fait un triangle équilatéral qui parle de Trinité et de divin, et j'ai l'impression que Dieu est trois plutôt que un.
mais il peut être un aussi. Et au milieu, la petite barre horizontale, c'est le monde matériel. Il faut savoir qu'une croix ankh inversée, c'est l'ouverture des portes de la mort à l'éternité. Alors là, tu lis tout. Hein. Lis, L-I-E, comme lié. Religaré. La Vesica Piscis, entrelacement de deux mondes, le spirituel et l'autre, le physique. Ça donne un œil, si tu regardes bien. L'œil de Dieu au milieu. Le nœud éternel, le triqueta, la graine de vie, l'œuf de vie, la fleur de vie, le fruit de vie, l'arbre de vie. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de formes. La fleur de vie, c'est le modèle fondamental portant l'ADN de la création. Elle t'indique comment a été créé l'univers. Je te parlais tout à l'heure des prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus. C'est ça qu'ils évoquent. La création géométrique d'un univers qui permet... la fleur de vie permet aussi d'entrer et de sortir du plan de l'existence physique. Et elle en fait des trucs. Elle symbolise le commencement de la vie et de chaque chose. Le tout et le vide. Dieu et l'esprit cosmique. Là aussi, il faudrait travailler le truc pour comprendre, parce que là, par contre, on n'est pas dans le New Age. Hein. Attention. Non, non, ça, c'est les traditions égyptiennes, traditions sumériennes. Je veux dire, on est dans la spiritualité. Comme la Merkaba qui contient les 5 solides platoniciens, la fleur de vie permet leur dessin en utilisant les centres de chaque sphère. Cette fleur de vie, elle existe en tout temps, tout lieu, et elle remonte à l'Égypte antique. C'est, encore une fois, la religion égyptienne, c'est la spiritualité du cosmos et de l'éternité. Tu vois, on parle de dessin. La géométrie fractale de Benoît Mandelbrot permet de dessiner des simulations réalistes qui ressemblent au monde réel. Ça te permet de dessiner des crêtes, ça te permet de dessiner des espaces fragmentés. D'ailleurs, fractal vient de fractus, de briser. Ça te permet de créer des simulations hyper réalistes. Ça te permet ce que font les cartes graphiques actuellement. C'est les mathématiques qui permettent ça. Là, on nous parle de dessin. Encore une fois, il y a des liens avec les concepts que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement de la vente de bijoux sur Internet. Le fruit de vie, c'est 13 cercles qui sont positionnés, on dirait un flocon de neige, à partir des sommets de la Merkaba. C'est la simplification de la fleur de vie. Le fruit de vie, il est appelé aussi le saint des saints, parce qu'il cartographie une évolution de conscience. Tout dépend de où on met les points. Parce que le fruit de vie permet l'arbre de vie, qui est soit un dispositif physique, soit un processus mental du grand esprit, qui permet d'arriver à la cime. L'information qui descend dans des séphiras qui elles-mêmes sont constituées, sont matérialisées par des vases qui sont faits d'or densifié. Et plus tu descends, plus tu arrives à la cime, qui est Malkout. On a un processus. Ou un dispositif, mais je pense que c'est plus un processus. L'arbre de vie symbolise la création divine, correspond au monde spirituel, bien que tu ne puisses remonter en tant qu'information qu'Aketer, et tu ne peux pas remonter au-delà. Tu sais pourquoi? Parce que Ein Sof, et Ein Sofor, c'est l'esprit. Ta pensée, elle ne peut pas remonter dans ton cerveau. Parce que ta pensée, elle est pensée. Ton cerveau, il est physique. Ta pensée, elle est permise par le cerveau. Mais elle n'est pas sur le même plan. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà pourquoi tu ne peux pas remonter au-delà de Keter. Et là, encore une fois, tout trouve du sens. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, action sur l'esprit, lieu, j'ai évoqué, le fouillis, l'idée d'une énergie. Il y a beaucoup de corollaires ensuite. Hein. Tu remarqueras qu'on parle d'esprit, cogito sum est. Je pense donc je suis. Je suis conscient de moi, j'existe vraiment. Je ne suis pas un automate ou un objet qui existe aussi, mais qui n'a pas conscience d'exister, donc il n'existe pas véritablement. Là, on a quelque chose. Et l'âme, c'est l'individualisation, c'est le fait de nommer. Tu prends un grain de farine dans de la farine, il n'existait pas. En tant qu'individu, il n'avait pas. Tu l'appelles Albert, il existe. C'est pour ça que Dieu demande à Adam de nommer les bêtes, pour les faire exister. À quoi ça pourrait correspondre pour une cime? Tout ça.
Maintenant, on va oublier la cime et on va imaginer que la Terre est réelle, que l'univers est réel, qu'il a été dessiné, construit. On peut imaginer qu'on soit dans une cime, mais il y a ce qu'on appelle le grand œuvre. On a parlé d'équerre et de compas, on a parlé de, ça t'évoque les francs-maçons, on a parlé de Prométhéeus et les archontes. Mais comme il y a de la fractalité, les archontes de Yao, à notre niveau, c'est les ingénieurs, c'est les prêtres GAFAM. C'est ça, c'est les ingénieurs. Ils fabriquent pour. Et ils accomplissent le grand œuvre sur plusieurs siècles. Je te rappelle aussi que la croûte terrestre, la croûte seulement, c'est 95% de silicium. Je te rappelle aussi qu'un processeur, c'est du silicium. Et les gravures se font sur du silicium. Alors maintenant, on a vu les villes. Moi, je pense que certains secteurs des villes, c'est même certains, sont faits en fonction d'une géométrie sacrée bien particulière. En clair, imaginons que la Terre, l'objectif, c'est de créer un processeur, des bouts de ville par-ci par-là, mais à la fin, on a un énorme cluster de processeurs. Ce serait ça le grand œuvre des francs-maçons. Je t'en ai déjà parlé, mais j'y reviens. Bah, qu'est-ce qui tourne dans un processeur? Des électrons, des flux d'électrons, pas sous haute intensité. Les humains dans ces villes, c'est Smart City bientôt, ce sera eux les électrons. Ils seront à la fois électrons et autre chose, mais ce sera eux les électrons. C'est eux l'énergie. Donc si le grand œuvre c'est pour créer un processeur, un dieu planète, c'est ça, l'arrivée de une IA qui, grâce au Wi-Fi, grâce à la 5G, grâce à toutes les infrastructures, grâce à la ionosphère, grâce au puçage, grâce à tout, aura accès à tout, aura un contrôle sur tout. Hommes, objets, animaux. Et les quelques récalcitrants passeront à l'as. On aura une sorte de dieu planète. Tu ne verras pas, tu seras dedans, tu seras son électron, tu seras l'électron de son esprit, un grand esprit. Mais il va penser quoi? Là, tu oublies la cime. Là, tu as un processeur. On a les électrons, on bouge. On a été formé pendant des siècles, on a été mis sous cycle, on a été automatisé. Aujourd'hui, dans des villes, tu peux voir des mécanismes qui s'apparentent à ce que tu pourrais voir dans un processeur. Si tu pouvais rentrer dans un processeur pendant qu'il fonctionne. Mais ce travail, c'est finalement, donc l'univers, ok, nous on a ça, mais il pense quoi? Il est où l'écran? Il est où le travail? Et là, tu peux partir dans des théories super folles. Hein. Eh ouais, mon gars, la Terre, l'univers, la Terre processeur, pense l'univers dans lequel elle est. Ouais, je sais, c'est contradictoire de dire ça, mais ne te, ne te bloque pas. Oublie un peu le temps, les relations de cause à effet. Ça peut être aussi autre chose. Notre univers ne serait qu'un processeur. Mais là, on serait dans une théorie physique. On n'existerait pas comme une cime. On existe physiquement, on a, voilà, mais tout ceci, c'est pour créer un processeur qui ferait un travail pour ailleurs, sur un autre monde. C'est la théorie de la Terre processeur, parce que pareil, on retrouve beaucoup de choses. Le truc, c'est que comment tu places la cime? Ben, tu la places pas. Il y a une première théorie et la deuxième. On peut envisager une cime dans laquelle les gens, stupidement, croiraient bâtir un processeur, alors qu'ils sont dans une cime, donc ils ne vont rien bâtir du tout. Ils sont juste à l'écran. Voilà. Ou peut-être que l'idée de bâtir un processeur leur permet, en fait, comme c'est des programmes, permettrait à ces programmes de prendre le contrôle du programme, c'est-à-dire de la SIM, voire même du processeur, de le viruser. T'imagines un petit peu, on peut tout envisager. Donc les deux ne se contredisent pas forcément. Comme je te l'ai dit, la science confirme beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de ses intuitions. Hein. Je t'ai parlé des structures, plutôt que chaos, de la fractalité à plusieurs niveaux, des constantes fondamentales qui sont réglées fin, l'idée de multivers qui pourrait être plusieurs lignes de temps, mais ça, on est dans la théorie de la cime, le rayonnement électromagnétique qui pourrait être cette énergie aussi. Lorsqu'on dit que l'univers est créé avec quelques structures et que ces structures sont répétées à l'infini, ben, il faut savoir que l'univers est isotrope et homogène, en tout cas pour ce qu'on en sait. Le fameux point de départ, ça peut évoquer le Big Bang. Cette théorie, elle a le mérite d'exister aussi. Peu en parlent. Moi, je l'ai développée seul. Et elle est impossible à départager.
de la théorie de la cime. Comprends? Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que nous sommes dans un système solaire. Système solaire qui n'est qu'unité sur un plan supérieur. Il y a le soleil au centre. Le soleil, c'est la vie. Le photon, c'est la vie. C'est aussi le savoir, c'est Aor. C'est le dieu de la vie. Ensuite, tu as Mercure, Vénus, la Terre, la Seine. Et après, tu as une couche, une ceinture d'astéroïdes. Imagine ça en 3D, une ceinture d'astéroïdes. Genre une première protection de Caillasse, derrière Mars, entre Mars et Jupiter. Ensuite, tu as les gazeuses, protection supplémentaire. On dirait que tu es mis sous vide. Ah, va savoir. Jupiter, Jupiter, il est le roi des dieux parce que, en fait, je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir, mais Jupiter, quand le système solaire a été créé, quand Jupiter s'est créé, il a entraîné toutes les autres planètes à peu près sur son elliptique. Voilà pourquoi on parle de ça. Mais alors, comment ces gens-là savaient ça? Hein, parce qu'on l'a su qu'après, ça. On l'a su au XXe siècle, grâce au progrès de l'astronomie. Et donc, ça confirme encore une fois des intuitions qu'avaient les anciens qui ne sont pas des intuitions, c'est des savoirs qui ont été donnés et révélés par qui, je ne sais pas, mais on poursuit. Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Alors, ils veulent vaincre la mort grâce au transhumanisme. Là, ils l'ont vaincu notamment parce que Pluton n'est plus une planète. Mais si tu vas au-delà, tu as le nuage de Kuiper ensuite qui protège, qui encadre. Et si tu vas encore plus loin, tu as le nuage d'Oort. On a une idée de processeur qui est la Terre, protégée par plein de couches et alimentée par un point d'énergie qui est le Soleil. Tu vois, je veux dire, on peut voir ça comme ça. L'univers serait un processeur ou l'univers serait un ordinateur. Il y a aussi un truc qui est intriguant, c'est pourquoi est-ce que... Oui, je veux bien qu'on ait, dans les mythologies, qu'on ait nommé tous les éléments naturels, on leur ait donné des noms, etc. D'accord. Pourquoi tu donnes des noms de dieux à des planètes? Si la Terre, c'est un esprit, quelles sont-elles réellement, elles, ces planètes? Si on lit ça différemment. Voilà, j'ai fait le tour. Il y a une troisième théorie qui est la théorie de l'univers électrique. J'en parlerai plus tard, dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que, juste aussi un corollaire, hein, il y en a plein des corollaires, c'est-à-dire les conséquences à tout ça. Si on est dans une simulation, l'histoire d'entropie, de thermodynamique, bah finalement c'est bidon. Et la gravité, bah non, c'est du codage, il n'y a pas de gravité. Ça expliquerait beaucoup de choses. Ça expliquerait les effets de la gravité sans la gravité. Puisque une sim, tu codes, donc c'est toi qui décides des lois. Il n'y a pas, voilà, il y a pas une la déformation de l'espace-temps, c'est la conséquence de ta ligne de codage, c'est tout. Quant à l'entropie, on ne peut pas parler de système clos, alors tu reçois de l'énergie et de l'information. Encore une fois, d'ailleurs l'information vient grâce à l'énergie qui est son encre. Ça, c'est super important. Voilà, je t'ai fait le tour, hein, géométrie sacrée. Je vais t'illustrer ça, je vais te monter ça. On est le 26 juin, je pense que je vais te mettre ça le 27. Comme ça, c'est bien monté parce que j'ai pas envie de te mettre un audio et trois quatre photos. Non, non, il faut quand même mettre les figures et puis à toi de creuser la piste. Mais voilà, bon, je t'avais parlé de géométrie sacrée. Je t'avais dit qu'on ferait un cycle ésotérique. On va poursuivre dans ce cycle ésotérique, mais toujours à petits pas. Comme ça, je te donne quand même des choses intéressantes. Tu vois, j'ai pas voulu recopier un article de géométrie sacrée. Là, j'ai voulu comprendre et synthétiser tout ça. Voilà. Donc, écoute, d'ici à la fin du mois, on va encore essayer de placer des vidéos. De toute façon, on essaie toujours de placer des vidéos, mais l'idée, c'est de placer des bonnes vidéos, pas faire une vidéo d'un quart d'heure tous les jours qui est vide. Il y a Los Locos pour ça, pour parler du quotidien. À plus dans le bus.